Il est des machines qui ne sont pas seulement des dispositifs techniques, mais des événements philosophiques. La machine Enigma appartient à cette catégorie. Cette machine a été utilisée par l'Allemagne nazie pour chiffrer ses communications durant la Seconde Guerre mondiale. Face à elle, dans un véritable duel cérébral, un brillant mathématicien britannique, Alan Turing. L'enjeu immédiat, premier, est assurément militaire. Mais dans cette confrontation, un enjeu encore plus profond se mettra en place, celle de la machine, celle de l'intelligence artificielle. Car en affrontant Enigma, Turing ne se contente pas d'attaquer un système de chiffrement. Il reformule clairement le statut de la pensée et de l'intelligence. Si un message peut être chiffré, déchiffré, manipulé par des procédures mécaniques, la question même de la compréhension devra être revue, réétudiée, repensée. Il y a un avant et un après Turing. Désormais, l'intelligence ne sera plus uniquement le propre de l'humain, mais une machine pourra également en être dotée. Nous sommes en plein été 1940. La guerre semble avoir choisi son camp. La Pologne, la France viennent de capituler. La Grande-Bretagne, elle, de son côté, résiste dans cette impitoyable guerre. Cette guerre n'a quelque part rien à voir avec la Première Guerre mondiale. Nous le savons, si en 14-18 la guerre avait été une guerre de position, la seconde, elle, va être une véritable guerre de déplacement. Mais plus encore, elle sera la guerre du renseignement, où la communication va devenir cruciale, déterminante. En 1926, la marine allemande va se doter alors massivement d'une prodigieuse machine de cryptage. On l'appelle Enigma. Elle va devenir un atout essentiel de la sécurisation des communications militaires. Enigma a été inventée en 1918 par un ingénieur allemand, Arthur Schrebius. Enigma n'est, à l'époque, aucunement une machine de guerre, aucunement une machine à usage militaire. Elle est destinée au monde commercial afin de sécuriser les communications d'entreprise. Enigma se présente sous la forme d'une petite caisse en bois. Elle ressemble à s'y méprendre à une machine à écrire. Elle pèse une douzaine de kilos, pas plus. Elle ne le montre pas. Mais pourtant, c'est une vraie prouesse technique. Le principe de base est à la fois simple mais génial. Il repose sur l'utilisation de rotors qui transforment l'alphabet clair en un alphabet chiffré. Quand on presse sur une touche, une lettre s'allume sur un panneau lumineux, mais c'est une lettre chiffrée. Mais en même temps, un mécanisme fait tourner des rotors qui modifient à chaque fois les connexions électriques dans la machine. Ainsi, si j'appuie sur la touche A, alors peut-être que ce sera le B qui va s'allumer. Mais si je retouche une nouvelle fois sur la touche A, cette fois-ci, ça sera un X. Puis la troisième fois, peut-être un E, etc. La stratégie allemande de la guerre éclair repose sur la rapidité des blindés et la transmission instantanée d'ordre entre les unités dispersées. Cette tactique militaire rend la communication aussi importante que la puissance de frappe. Dans ce contexte, intercepter ou protéger des messages peut faire basculer une bataille. L'armée allemande, qui sait l'importance du renseignement dans les conflits, va donc se doter massivement d'une version militaire de cette petite machine Enigma. Enigma permet de coder les communications stratégiques de manière extrêmement complexe, donnant aux Allemands un avantage décisif. Cette machine multiplie les points forts. Elle est rapide et elle est très très simple à utiliser. De plus, sa petite taille lui permet d'être facilement transportée. Les machines Enigma sont juste prodigieuses, absolument géniales. Il n'y a pas de mots pour décrire leur infaillibilité. Elles peuvent chiffrer un texte en 10 millions de milliards de combinaisons différentes, quasiment imprenables. Les Allemands ont alors une confiance totale en leur machine. Ils en fabriqueront plus de 100 000 exemplaires. Ainsi, au su
Et au vu de tous, ils s'échangeront des communications radio-cryptées, persuadés que jamais les alliés ne les comprendraient. Les codes d'Enigma sont devenus cruciaux. Les alliés se perdent face à leurs messages obscurs. La flotte anglaise, elle, est en déroute. Surtout face aux redoutables U-Boot, les sous-marins allemands qui font régner la terreur dans les mers. La coordination allemande est vraiment impressionnante et surtout imprévisible. Et tout cela grâce aux messages cryptés par cette petite boîte en bois. Nous sommes en 1939. Le service du chiffre anglais décide alors de s'éloigner de Londres et des futurs bombardements pour s'installer en toute discrétion au manoir de Bletchley Park, dans la paisible campagne à 60 km au nord-ouest de Londres. Devant l'urgence de la situation, les meilleurs mathématiciens, ingénieurs, linguistes et même des joueurs d'échecs sont appelés à Bletchley Park, où plusieurs milliers de personnes se côtoieront. Parmi cette équipe de 7000 personnes, un homme se distinguera parmi les autres, un certain Alan Turing. Alan Turing va utiliser le fait que certaines parties des messages étaient finalement faciles à deviner. En particulier, les bulletins météo transmis chaque matin à la même heure. Ils contenaient tous le mot Wetter, qui signifie temps en allemand. Alan Turing eut l'idée alors de rechercher des cycles de lettres. Pour qu'une suite de cycles de lettres forme un cycle, il faut que chaque lettre de la suite soit une version chiffrée de la précédente et que la version chiffrée de la dernière lettre corresponde à la première. Bon, je vous ai perdu là. Prenons un exemple. Les 3 premières lettres de Wetter, W, E, T, peuvent former un cycle de 3 lettres. En fait, le W va être transformé en E, le E en T et le T en W. Turing détecte ainsi les cycles. Mais il est confronté à un problème. Cette logique combinatoire s'organise en presque 1 million de possibilités. Que faire ? Bon, clairement, l'intelligence humaine n'en est pas capable. Il faudrait une machine. À l'époque, les machines n'existent pas du tout. Une machine intelligente, je veux dire. Une machine intelligente qui pourrait concevoir toutes ces probabilités. Bingo. Alan Turing, il est fou. Il fait alors construire des machines électromécaniques qu'il appellera lui-même, on est en temps de guerre, les bombes. Bon, alors, autant vous dire, elles ressemblaient pas tout à fait à ça. Bon, elles ressemblaient plutôt à ça. Alors, celles-ci vont reproduire exactement les rotors d'Enigma et permettre de vérifier en parallèle jusqu'à 20 000 configurations par seconde. En 1944, le premier ordinateur de l'histoire est créé. Il s'appelait le Colossus. Il ressemblait à ceci. Cette machine intelligente va garantir aux Anglais une puissance de calcul phénoménale, et ce, jusqu'à la fin de la guerre. D'autant que les Allemands ne se douteront jamais que leur message avait fini par être décrypté. Ils pensaient, à juste titre, qu'aucun homme ne pouvait venir à bout d'un travail aussi titanesque. Mais ils ne se doutaient pas qu'à Bletchley Park, ce n'est pas un homme qui réalisait cette prouesse, mais bien une machine intelligente, la première intelligence artificielle. Le déchiffrement d'Enigma par Alan Turing a généré un lien resserré avec l'intelligence artificielle. Pour casser Enigma, Turing a transformé un problème humainement insoluble en une suite d'opérations mécaniques qui seront exécutées par une machine. Après la guerre, Alan Turing envisage clairement la possibilité de construire un ordinateur qui serait l'équivalent d'un cerveau humain. Il fait l'hypothèse que les machines pourraient, à leur tour, développer une forme d'intelligence. Mais cette idée de Turing de concevoir une machine capable d'effectuer les tâches et de transformer la pensée en opération formelle, mais est clairement novateur, révolutionnaire. Elle ouvre clairement également les bases de l'informatique. Et on peut le dire plus tard et maintenant, de l'intelligence artificielle. Mais il faut bien se remettre dans le contexte. Nous sommes actuellement envahis d'écrans. Les PC, les portables, les iPhones, nous baignons et nous utilisons quotidiennement Internet. Mais avant Turing, il n'y avait aucune machine de ce type pour réaliser et effectuer des fonctions complexes.
Avant l'ordinateur, l'homme ne déléguait pas sa pensée. Il pensait avec son corps, sa mémoire, ses outils, ses symboles. Autrement dit, il n'externalisait pas le calcul et la décision à une machine. Il les portait en lui. Aujourd'hui, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle bouleverse complètement nos habitudes. Nous dialoguons avec des assistants numériques, nous leur demandons d'écrire, de dessiner, de traduire, de résumer, même de composer des chants, des musiques et parfois même de nous conseiller. L'ordinateur est devenu à tour géographe, compositeur, historien, philosophe, psychologue. Je peux tout lui demander. Il examine, il analyse, il compare, il produit et il me conseille. Alors face à ces performances devenues de plus en plus impressionnantes et perturbantes, une question surgit. Lorsque nous utilisons l'IA, peut-on dire que la machine pense? Est-ce qu'elle raisonne? Est-ce que l'ordinateur réfléchit? Alors si on reprend l'étymologie du verbe, le doute peut persister. Penser vient effectivement du latin pensare, penser, apprécier, qui signifie l'activité qui privilégie la connaissance comme objet. Ce que fait finalement mon ordinateur quand je lui demande de me chercher des informations sur telle ou telle chose. Quoi? Mais que dites-vous? Mon ordinateur pense? Mais non, monsieur. Monsieur le professeur, c'est impossible. Soyons raisonnables. Il est vrai que formulé ainsi, l'homme pourra se rassurer, se tranquilliser. Ouais, il aurait tendance même à se scandaliser. L'ordinateur n'est en aucun cas pourvu de pensée. Il ne fait qu'analyser et considérer une somme d'informations. Non, seul l'homme pense. Et pourtant, on parle bien d'intelligence artificielle. L'ordinateur a, c'est incontestable, une forme de pénétration intellectuelle, d'intellection. C'est la question elle-même qui a évolué. Elle n'est peut-être pas « la machine pense-t-elle » mais qu'est-ce que finalement penser veut dire? Le développement fulgurant des machines, des ordinateurs, nous entraîne dans un vrai questionnement philosophique. C'est comme si on montait graduellement, marche après marche, et qu'à un moment donné, on se retourne et on vient se demander si on n'a pas basculé dans une autre dimension. 2 phases pour expliquer cela. La première a été la création justement de ce premier ordinateur, une machine qui était capable de calculer de multiples tâches. Mais maintenant, la seconde phase survient quand justement on se rend compte que cette même machine, 80 ans plus tard, est devenue hyper performante. Et quand on se rend compte même qu'elle peut aujourd'hui produire des réponses indistinguables de l'être humain, quand elle sent même parfois, c'est dur à dire, le dépasser. En 1950, dans son article « Computing, Machinery and Intelligence », Turing formule ce que l'on appellera plus tard le test de Turing, ou le jeu de l'imitation. Alors dans ce test, un évaluateur humain observe une conversation écrite entre un humain et une machine. Puis il doit déterminer qui est l'humain et qui est la machine. Alors s'il n'est pas parvenu à le faire en 5 minutes, on dira que le test a été considéré comme réussi et que l'ordinateur a très, et peut-être même trop, bien imité l'humain, à se confondre avec lui. Ce test est encore d'actualité avec l'apparition des intelligences artificielles conversationnelles. L'histoire raconte même que récemment, des ingénieurs ont fait passer à ChatGPT les tests de Turing. Alors le résultat est assez bluffant parce qu'en 5 minutes, il est impossible, semble-t-il, de distinguer les 2 intelligences. Alors cela voudrait dire que la différence entre comprendre et simuler, est-ce qu'elle a encore un sens? Ne pourra-t-on pas dire que la machine elle-même possède une intelligence qui la rend pensante ou même sensée? Une objection surgit quand même immédiatement. Simuler n'est pas comprendre. Une machine peut manipuler des symboles sans savoir ce qu'elles signifient. Penser implique 4 choses. D'abord, la compréhension du sens. Deuxièmement, avoir conscience de soi. Troisièmement, éprouver des émotions. Et enfin, exercer une liberté intérieure. Une IA peut traiter des informations, mais finalement, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle traite. Plus encore, l'intelligence artificielle est proprement dépourvue d'intelligence émotionnelle. Aucune capacité d'empathie, d'estime, facilitant la communication et les relations interpersonnelles. Il faut
faut également exclure l'existence d'une conscience morale dans l'IA. Aucune capacité pour réfléchir aux implications éthiques des actions et à la prise en compte de considérations telles que la justice et le bien des autres. Enfin, et c'est quelque chose qui me touche, l'IA ne peut appréhender les subtilités du contexte. Non, un algorithme n'a pas le sens de l'humour. Il ne comprend rien au sous-entendu ou au sarcasme. L'humour, peut-être, sera-t-elle d'ailleurs la dernière forteresse humaine face à l'intelligence artificielle. L'humour. Tiens, un excellent thème pour les prochaines rencontres de Sophie. Penser et fonctionner. À la question traditionnelle, les machines peuvent-elles penser ? Turing répondra : je crois qu'à la fin du siècle, l'opinion générale des érudits aura tellement changé que l'on pourra parler de machines pensantes sans attendre à être contredit. Cette réponse historique d'Alan Turing devrait nous engager dans une évidente mise en garde. On perçoit le risque de plus en plus croissant de notre société technicienne qui a tendance à réduire la pensée à sa seule dimension performative. Avec l'essor de l'IA, la rapidité d'exécution de nos ordinateurs, un risque majeur apparaît, celui de confondre penser et fonctionner. Or, fonctionner n'est pas penser. Fonctionner, c'est exécuter des tâches, recevoir, stocker, traiter et restituer des informations selon des programmes écrits par des êtres humains. Penser, c'est chercher le sens, interroger la finalité, assumer une responsabilité. Dans une société technicienne décrite par Jacques Ellul, la technique tend à s'imposer comme le critère suprême. Ce qui est efficace devient ce qui est vrai. Ce qui performe devient ce qui vaut. Comme l'avait pressenti Hannah Arendt, le véritable péril n'est pas l'absence d'intelligence, mais l'absence de pensée. Le danger serait de réduire l'intelligence à la capacité uniquement de produire des résultats, en oubliant que la pensée humaine comporte une dimension réflexive, critique et morale. On est dans le droit de se demander si notre monde n'est pas en train de glisser et de sombrer lentement, mais sûrement, dans une vision de la pensée purement fonctionnelle. Notre société critique et athée a déjà renoncé à une certaine forme de métaphysique et à Dieu. Elle tend parfois aujourd'hui à annihiler toute forme d'intériorité impénétrable. Pour conclure, la question nous renvoie finalement à nous-mêmes. Lorsque j'utilise mon ordinateur, qui pense vraiment ? En définitive, l'enjeu de l'intelligence artificielle dépasse largement la performance des machines. Il engage notre propre manière d'habiter le monde. En nous demandant si la machine pense, nous sommes conduits à interroger notre propre pensée, nos propres critères, nos attentes, notre fidélité. Car que faisons-nous lorsque nous déléguons une part de nos décisions à des systèmes techniques ? L'IA agit comme un miroir. Elle met en lumière notre propre conception d'intelligence. La véritable question devient alors éthique. Quelles intentions guident nos usages ? Quel dessein collectif poursuivons-nous ? Si nous ne clarifions pas ces fondements, la puissance technologique risque d'avancer sans boussole. Avant l'ordinateur, l'homme ne déléguait pas sa pensée. Il devait comprendre pour agir. L'ordinateur de Turing n'a pas remplacé la pensée humaine. Il a juste déplacé la question. Car lorsqu'il se confronta à Enigma, il ne le savait sûrement pas, mais il allait ouvrir certainement la prochaine énigme de notre société. Turing n'a pas seulement décrypté un code, il a surtout introduit un enjeu clairement profond qui deviendra sans doute le prochain défi du XXIe siècle. Qu'est-ce que penser par soi-même veut encore dire pour l'homme ?